journaliste, j'ai noté, regardez, si on pouvait revoir toutes les attaques perfides. Je connais les méthodes Sénéchal, qu'on n'a pas la fin du magnéto. Si la régie là, j'aimerais bien la voir. Le collège de Conflans-Sainte-Honorine, officiellement rebaptisé Samuel Paty. Oui, c'est là qu'enseignait le professeur d'histoire assassiné en octobre 2020, tué par un islamiste radicalisé. 2020, tué par Philippine a été tué vendredi par un ressortissant marocain visé par une OQTF et qui sortait de prison pour une autre affaire de viol, une condamnation précédente. Vous avez mentionné l'origine nationale et le statut légal du violeur de Philippine. Vous ne l'avez pas fait. Personne ne l'a fait. Pour Madame Pellico. Personne. Je ne comprends pas le procès que vous nous faites. Bien sûr que Ouais. On ne sortira pas là. Ok. Parce que ça fait sens. Attention, attention. Le mode opératoire du Hamas a été ce matin justifié par l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime. Par contre, ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifient tout. Le mode opératoire du Hamas est un mode opératoire terroriste. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Voilà, elle finit quand même par nuancer ses propos, Rima Hassan. Je ne comprends pas le procès que vous nous faites. Bien sûr, mais- les attaques perfides. Moi, je suis journaliste. Grand numéro d'acteur. Comment Ah bah là, c'est vraiment au théâtre ce soir. Comment Pierre Lescure fait-il pour assurer... Et vous avez dit le mot immigration. Oui, il y a un problème d'immigration. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français, mais qui n'ont pas le cœur en France. Et qui ne reconnaissent pas nos règles, qui n'aiment pas notre enfin, ils sont République. français, on fait Mais ça veut avec. dire, ça veut dire que, oui, comme vous dites, mais Enfin, ils notre sont République. français, on fait Mais ça veut avec. dire, ça veut dire que, oui, comme vous dites, mais plaît peut-être pas. Ça n'existe pas l'islamophobie en France. Ça n'existe pas. Il y a du Est-ce qu'on racisme, peut dire- il y a du racisme anti-musulman. L'islamophobie, c'est autre chose. C'est la que- critique d'une alors- religion. Pas question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le C'est-à-dire droit à la au fait de est-ce qu'on a le droit à la rejeter une religion. judéophobie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Je voulais vous entendre sur l'immigration. Vous assumez clairement une position assez dure, loin de l'angélisme de la gauche sur le sujet de l'immigration. Vous dites il faut combattre le slogan facile de « accueillez-les tous ». Vous dites l'immigration pèse sur les conditions de vie des plus modestes et vous promettez des propositions détonnantes sur l'immigration. Moi j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrants en France ? Éric Zemmour, lui, il veut l'immigration zéro. Il prévient, si on ne l'écoute pas, bientôt la France sera une république islamique. Moi je voudrais que vous nous disiez l'un et l'autre si vous êtes d'accord ou pas avec Éric Zemmour. Si sa théorie du grand remplacement, puisqu'on en parle beaucoup en cette rentrée, vous pensez qu'elle est juste, que dans 50 ans ou dans 100 ans, la France sera une république islamique si on ne fait rien comme il le dit, ou si c'est un pur fantasme, ou s'il y a du vrai dans ce qu'il dit, je voudrais que vous donniez votre avis l'un et l'autre. Le bout du chemin, c'est la république islamique dont parle Éric Zemmour. C'est votre conviction? Gérard Collomb, sur le grand remplacement, c'est du fantasme ce que dit Zemmour, ou il y a du vrai? Madame Pécresse a répondu. C'est le grand remplacement. En gros, le remplacement des populations judéo-chrétiennes par les populations musulmanes. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c'est un fantasme? Moi, pardon, j'ai la définition du Larousse 2023, mouvement de révolte collective, virgule, insurrection. Et j'ai regardé insurrection, fait de s'insurger, de se soulever contre le pouvoir établi, virgule, émeute. Est-ce que c'est normal qu'une candidate à des élections appelle au soulèvement? Vous êtes allé soutenir ces étudiants qui bloquaient Sciences Po. On les a vus lever des mains peintes en rouge. Oui. On rappelle que c'est un geste qu'on a vu à Ramallah en octobre 2020. Non, mais c'est pas du tout la seule référence. Un Palestinien qui levait ses mains couvertes de sang après avoir participé. Mais pourquoi au vous lynchage utilisez de cette deux seule soldats. référence? Voilà, c'est D'accord. cette photo-là. Alors j'ai une question. Non, à vous est-ce poser. que je peux Oui, bien poser mes questions et puis vous répondrez. Donc cette photo, après avoir participé au lynchage de 2 soldats israéliens, que pensez-vous de ce geste reproduit par les étudiants de Sciences Po? Mais je suis en train de vous répondre. Je vous parle pas d'eux, je vous parle de vous. Mais je suis en train de vous répondre. Moi, j'y étais à ce rassemblement. Vous, que pensez-vous de ce slogan? Mais je vais vous de dire. cette image. Donc, C'est-à-dire que le symbole. Manifestement, c'est une action de célébration du lynchage. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je me rends très bien compte. Est-ce que je pouvez me laisser finir? Ça Le peut premier point. Non, mais laissez-moi finir. Donc ça ne vous choque pas, ça ne vous mais choque absolument pas. À partir du moment où on est à partir de cette je vous parle pas des actualité. étudiants, je vous parle de vous. Parce que vous savez, c'était en 2000. Donc vous niez que ce geste-là soit en référence, pas de la part des étudiants, pas de la part des étudiants, ils ne le savent pas. Vous comprenez qu'on le fasse, et dans les manifestations que vous encouragez encore, vous souhaitez que ça continue. Donc vous encouragez les étudiants à continuer à faire ce geste. Oui. Si on revient à Sciences Po, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, comme la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, dénoncent un jeu dangereux uniquement à des fins électorales ou qu'on vous reproche d'instrumentaliser la violence?
Est-ce que vous n'êtes pas... pardon, je vais quand même mener l'interview si ça vous embête pas, mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'instrumentaliser le drame vécu par les Palestiniens à des fins électoralistes en France? On ne fait pas l'Assemblée Générale de Sciences Po, là je vous pose des questions de candidates politiques. Il y en a un qui se réjouit de la situation et qui soutient les actions de soulèvement, c'est l'ayatollah Khamenei. Vous l'avez vu, le guide suprême qui a tweeté, Khamenei qui est un des pires acteurs, pires dictateurs de la planète, qui maltraite sa population en général, qui lapide les femmes et les homosexuels. Comment vous recevez ce soutien? Vous ne connaissez pas Khamenei? Vous n'avez pas l'impression, là, pour le coup, d'être vous instrumentalisé par Khamenei, Mais absolument pas. Non. Il nous reste assez peu de temps. Est-ce que vous remettez en cause l'existence même d'Israël ou pas? Parmi les slogans, on entend beaucoup le slogan du fleuve à la mer. À la mer. Du Jourdain à la mer. Est-ce que vous remettez en cause l'existence d'Israël? Absolument pas. Il y a une interview de moi pour Libé sur ce sujet où j'ai expliqué que ce slogan ne s'inscrivait absolument pas dans une revendication anti-israélienne. L'égalité de droit du Jourdain à la mer pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Même si cette formule du Jourdain à la mer, elle n'est pas neutre. On sait qu'elle n'est pas neutre. Mais vous le savez très bien. C'est la revendication de tous ceux qui veulent que la Palestine s'étende. Est-ce que vous avez la référence historique de ce slogan? On ne va pas la faire maintenant. Je ne vais pas vous la donner maintenant, mais voilà, si vous voulez, je ne l'ai pas. Est-ce que le degré d'antisémitisme en France vous inquiète, Rima Hassan? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu instrumentalisé par les insoumis pour ce que vous êtes, pour aller chercher les votes des jeunes de banlieue? Non mais je crois que vous êtes... Pardon, mais votre question, elle est un tout petit peu déplacée. Traditionnel de l'extrême droite que l'on retrouve sur les réseaux sociaux et le discours policé et certainement sincère de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Donc c'est très... Mais l'antisémitisme, clairement, d'un point de vue politique, est en train, pardonnez-moi, Audrey Goutard, de changer de camp aujourd'hui. Oui, mais il reste quand même aussi à l'extrême droite. Enfin, oui et non, parce que effectivement, l'ultra-droite... Dans les déclarations publiques des personnalités politiques, oui. Non, pas l'antisémitisme. Non, mais je suis complètement d'accord. Position oui, mais merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu dans les 4V. C'est pas une position oui, mais je vous permets pas à la fin de l'interview comme ça d'essayer de le résumer en mettant les sous-titres que vous avez envie. Ma position, elle est très claire et je n'ai jamais dit oui, mais... On va laisser la politique de côté pour un instant. On va accueillir Franck Delvaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. Et on a voulu vous inviter ce soir parce qu'on a envie de voir si cette proposition de Trump, elle a vraiment vocation à exister sur le plan économique. On a beaucoup dit Trump est aussi un promoteur immobilier, c'est comme ça qu'il négocie. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Récemment, 70% des bâtiments détruits dans la bande de Gaza, l'ONU qui chiffre à 80 milliards de dollars le coût de la reconstruction qui prendrait plusieurs décennies. Et déjà un premier défi monumental qui est de déblayer les dizaines de millions, je dis bien de millions de tonnes dans la bande de Gaza. Oui, parce qu'en matière de tourisme, effectivement, il faut les infrastructures, il faut le personnel, mais il faut aussi pouvoir nourrir tous ces touristes qui sont là. Il faut l'écosystème qui est tout autour, il faut pouvoir approvisionner. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Le chantier est pharaonique. Il faut s'accrocher et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe, qui a été, si vous voulez, pendant pas mal d'années, comment dirais-je, le stop absolu, l'interdiction de parler et presque la suspicion sur la laïcité. À partir du moment où les gens auront compris que c'est une arme contre la laïcité, peut-être ils pourront laisser leur peur de côté pour dire les choses. Un mot. Juste, vous dites que la France fait son travail. La France vient à peine de se Vous pensez à l'affaire du siècle? Mais bien sûr, elle vient de se faire condamner pour inaction climatique. J'aimerais rappeler que même si on respecte tous ces engagements, le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus 2,7 degrés à la fin du siècle. C'est d'augmentation des températures dramatique. planétaires. Et si les mesures sautent, on est à plus 4 degrés. On parle d'apocalypse. Désolé. On l'a réinvité. Alors que les deux boomers à côté de moi, c'est ça qu'elle voulait dire. Il faut des mesures absolument urgentes, y compris en cas d'un échec du multilatéralisme. Super, on ne peut pas attendre. Je suis désolée, mais les conséquences sont déjà là. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là, y compris avant c'était au Bangladesh, on n'en voyait pas les conséquences. Là, c'était cet été, c'était en Belgique, c'était en Allemagne, c'était aux États-Unis, dans les pays occidentaux. Ok, boomer. Je comprends pas le procès que vous nous faites.